Retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission et on va parler politique avec l'élection présidentielle qui se pointe à l'horizon en 2020. Nos invités sont toujours là. Ferdinand Ité, lui, il est le directeur de publication du journal Alternative. Mas Kamel Savi, il est le patron d'Africa Stratégie France. C'est un site d'information. Mas, on reste avec vous pour parler de l'actualité politique. Vous suivez l'actualité au Togo, surtout sur le plan politique. Mais comment est-ce que vous interprétez la situation politique aujourd'hui? Faut-il parler d'une accalmie sans confiance? Non, il faut quand même tenir compte. D'abord, moi j'ai toujours été contre l'assertion selon laquelle l'opposition togolaise est l'une des plus nulles. Ce n'est pas vrai. Il faut tenir compte du contexte. Ça fait 50 ans que ça dure. Et même si on a toutes les énergies du monde, en 50 ans, on prend quelques poils rouges et blancs et puis on commence pas à s'étioler. Et donc, au fil du temps, en utilisant la même méthode que son père, a fini par, on va dire, détruire totalement l'opposition d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, elle est totalement à terre. Et est-ce qu'il faut parler d'accalmie? Il faut parler plutôt c'est une sorte de fin qui s'annonce. L'opposition telle qu'elle est, elle va aller sans doute peut-être avec un seul candidat, sans doute avec 2 ou 3 candidats à la présidentielle de 2020, avec les mêmes. Et puis après, ça va être la fin. Elle ne peut pas tenir de là parce qu'au fil du temps, on l'a étouffée par tous les moyens, par des élections bidons, on l'a distrait par de faux et vrais scandales. Et donc finalement, l'opposition n'a plus aucun moyen. Et le pire même, c'est quoi? C'est que comme la fraude se fait en 3 étapes quand même, il y a la fraude en amont, qui constitue à manipuler le fichier électoral. Et il y a la fraude qui constitue à faire perdre le temps aux gens pendant qu'ils s'inscrivent, donc à empêcher dans les régions ou les zones favorables à l'adversaire, empêcher les électeurs de s'inscrire. Et si ces 2 pans de fraude, Faure a déjà une avance énorme. Il a déjà réussi la première, donc la manipulation du fichier électoral, parce qu'il est seul à la CENI. Il n'y a aucun parti d'opposition à la CENI. La deuxième, en empêchant les gens, on l'a vu lors des recensements qui ont précédé les locales, on a vu que dans la plupart des zones favorables, on va dire, à l'opposition, les gens n'ont pas pu s'inscrire parce qu'il y avait des pannes orchestrées et des pannes informatiques orchestrées. Donc, il ne lui reste que le 3e pan. Et le 3e pan, c'est le jour du vote et tout ça. Faut ramasser les urnes, empêcher les gens de voter, bourrer les urnes, tout ça. Et ce n'est que ça. Et vous avez constaté que depuis 15 ans, il a de l'expérience dans les élections maintenant. Depuis 15 ans, à chaque élection, il est déjà très en avance sur les 2 premiers pans. Parce que c'est les pans les moins visibles. Quand on est en train de bourrer le fichier électoral, c'est difficile de le savoir, ça passe vite, c'est trop technique. Le temps que la communauté internationale, qui parfois est un peu trop nonchalante ou complice, ne se réveille, c'est trop tard. Quand on empêche les gens de s'inscrire sur la liste électorale par tous les moyens, c'est déjà fait bien avant l'élection. Et quand on est dans le vif de l'élection, la fraude du jour, faut en faire de moins en moins parce que les observateurs sont très nombreux, ce qui fait qu'on conclut assez facilement à une élection plus ou moins normale où la fraude n'est pas assez importante pour en contester les résultats. Et je ne m'attends pas à grand-chose, moi, pour la 2020 parce que tout est parti pour être répété. Vous vous attendez à grand-chose, quelque chose qui peut bouger en 2020? Venant de l'opposition telle qu'on la connaît, je ne sais pas, mais venant des Togolais, on ne sait jamais, parce qu'un peuple en lutte peut surprendre à tout moment. Il y a des événements qu'on ne prévoit pas forcément quand on est en politique. Aucune situation en politique n'est statique, n'est figée. Nous sommes sur un terrain mouvant, la politique. Un incident, et puis bon, ça part vite. Donc, pour le peuple, oui, mais pour la classe politique dans son ensemble, au niveau de l'opposition, on vient de le décrire tout à l'heure, le tableau n'est pas assez reluisant. On sait que la plupart de ces leaders sont en fin de carrière. Beaucoup ont mis leur vie, leur énergie dans la lutte politique. On peut faire leur procès, on peut reconnaître aussi leurs mérites, mais il faut reconnaître que en 15 ans, Faure a achevé la classe politique qui combattait son papa. Aujourd'hui, son père... l'opposition, d'autant plus que le pouvoir a tout à son avantage sur le plan diplomatique, sur le plan institutionnel.
Oui, mais lorsque vous êtes en guerre, c'est à vous de chercher la stratégie idoine pour déstabiliser l'adversaire. Dans d'autres pays, on a vu les pouvoirs avaient tout aussi, mais ça s'est écroulé. Donc c'est ceux qui sont en face qui veulent conquérir le pouvoir, de s'organiser, d'évaluer les forces et les faiblesses de l'adversaire en face, de savoir comment on s'organise pour le combattre, c'est ça. Et donc, moi je dis en 15 ans, il faudra gagner en expérience en matière de tripatouillage et de trucage des élections. Et il n'y a que cette méthode qui lui permet à son parti d'exister. Parce qu'en réalité, le parti au pouvoir tel qu'on le dit ne représente pas grand-chose dans le pays. Ils le savent, c'est pour ça qu'à chaque fois, soit ils poussent l'opposition au boycott, soit, si l'opposition est dans la compétition, ils font le bourrage d'urne. La dernière fois, je l'ai dit dans l'émission passée, au dernier local, là, les locales de rattrapage, là, on a vu, le bourrage était à ciel ouvert. Certains délégués de l'opposition n'en pouvaient plus. Ils ont dit, bon, on vous laisse faire ce que vous voulez. Et les gars leur disent, bon, ça c'est rien. 2020, là, on fera encore pire. Et vous n'aurez rien à dire. C'est nous qui contrôlons le pays. Vous voyez? Et donc, on voit ce qui se passe dans le pays. Mais je pense que nous sommes à 6 ou 7 mois de 2020, de l'échéance. Même si l'opposition est dans un état assez comateux, hein, ça n'empêche quand même qu'il faut prendre des initiatives. Parce que la question de 2020 est une question importante, il faut prendre des initiatives. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence pas à discuter entre responsables de l'opposition pour savoir quelle stratégie nous devons élaborer pour aller en 2020? Ou bien on dit, bon, comme on a réussi à avoir les 2 tours, chacun y va, et puis on verra. Mais il importe de rappeler que avec le fichier que Marx vient de décrire, avec l'environnement même électoral, avec le cadre électoral qui est totalement dans les mains du régime, s'il n'y a pas de réformes fondamentales sur la question du fichier électoral, sur la question du cadre électoral, sur la question des institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections, je pense que Faure est tranquille dans son fauteuil parce qu'il sait que bon, il va faire son passage en force habituelle et puis bon, les gens vont dire bon, on a pris acte et puis la vie continue. Donc, les forces en présence en 2020, vous avez le pouvoir qui compte sur sa machine de fraude. Elle n'a que ça et son armée pour réprimer les éventuels contestataires. Et puis du côté de l'opposition, on a pour le moment un flou total. Il y a ceux qui sont dans la révolution, ceux qui disent bon, nous on va faire la révolution tous les jours. Ils sortent les formules de révolution et tout. Encore que la révolution, quand on la prépare, on ne bavarde pas beaucoup, on ne vient pas sortir les schémas sur Facebook et tout ça. Et ceux qui sont dans la stratégie des élections, qui eux aussi sont pour le moment dans le silence, parce que ceux qui sont dans la stratégie de l'élection, comme ceux qui sont dans la stratégie révolutionnaire, on a du mal à appréhender ce qu'ils veulent faire réellement. Et dernière chose, j'ai le sentiment comme si l'opposition n'a pas encore fermé la page des élections municipales ou locales pour se concentrer sur 2020. Jusqu'à présent, on continue de discuter entre alliés pour voir qui va prendre une mairie. Les gens font des chantages. Si je dois vous donner une voix, il faut que vous me remboursez les frais de campagne. D'autres disent que bon, moi j'apporte un seul siège, mais je veux être maire adjoint. Et donc, ça discutaille, si je peux parler ainsi, toujours dans l'opposition sur les petites histoires de mairie. Alors que bon, pour moi, ces mairies, ça n'aboutira à rien du tout parce que le système a tout verrouillé. Là, on apprend que bon, dans les localités où le régime semble perdre les mairies, on est en train de vouloir prendre des dispositions pour que les points juteux, c'est-à-dire les marchés, tout ça, on rattache ça à la présidence. Donc le maire va gérer juste les coquilles vides. Tu vois, donc je pense qu'il faut vite fermer la parenthèse des élections locales au niveau de l'opposition et commencer rapidement par s'organiser par rapport à 2020. Même si 2020, si les choses en restent à l'état, rester à l'état, j'ai bien peur qu'on assiste au même scénario qu'on a vécu depuis 15 ans. Si vous regardez, vous analysez l'état actuel de l'opposition, vous pensez que cette opposition peut prendre quelques initiatives dans la perspective de 2020? Il faut rappeler que cette opposition est sortie affaiblie de ces derniers soulèvements.
je fais allusion au soulèvement de 2017. Oui, il faut d'abord dire que l'opposition n'a pas été capable d'aller... D'abord, elle a refusé boycotter les législatives pour aller 6 mois après à des municipales qui sont organisées dans les mêmes conditions. Sinon, avec une CENI unilatérale, alors que dans l'autre CENI, l'opposition avait encore quelques personnes. Et après, maintenant, il n'y a plus personne. Maguette Sall est allé. On lui avait proposé la moitié. Maguette Sall n'est pas allé. Donc, il y a quand même énormément de contradictions. Je suppose que c'est des erreurs qu'ils font. C'est bizarre qu'à cet âge, la plupart ont 50, 60 ans, ils fassent des erreurs d'adolescents ou de jeunes. À côté, on a Tikpi Achadam qui crie tous les jours qu'il y aura révolution. Ça fait 3 ans qu'il raconte ça et qui est en fuite. Un révolutionnaire n'est pas en fuite normalement. Il aurait pu affronter la prison. On a vu plein de grands hommes en Afrique qui ont fait la prison et qui après se sont retrouvés chefs d'État. Et il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas grande raison de disparaître. Le mec a disparu depuis, il est entre les audios. Je ne sais pas comment on fait la politique entre audio interposé à distance. De l'autre côté, il y a Jean-Pierre Fabre qui crie déjà qu'il sera candidat quoi qu'il arrive. C'est parfois aussi des propos insupportables de dire, même si les autres valent 1%. Et on a vu, l'ANC, il y a 3 mois, on disait que c'était un immense parti, mais quand elle est partie de la C14, on a vu quand même que la C14 était à coude avec l'ANC pour les locales. Ça veut dire quand même que l'ANC n'est pas forcément ce qu'elle pensait être. Et que Jean-Pierre Fabre s'annonce déjà candidat quoi qu'il arrive. Le C14 aussi est en train de réfléchir pour avoir un candidat, ce serait probablement à Djamagbo. Que ce soit à Djamagbo, Jean-Pierre Fabre, ils partagent des électorats superposés. Ça va être difficile de s'en sortir, même si ils vont donner à Fort toutes les clés pour gagner dès le premier tour. Tikpi Achadam fait des promesses en l'air. Il aurait pu, Tikpi Achadam, tout au moins lors des municipales, lors des locales ou des municipales, appeler ces militants qui sont nombreux, on a vu les démonstrations de force, il aurait pu les appeler à voter pour les opposants. Il n'a même pas donné le consigne de vote. Donc, dans cette situation, franchement, moi, je fais très peu confiance à cette opposition. Et même si c'est 2 tours, il n'est pas interdit qu'on gagne au premier tour. Donc, Fort peut gagner au premier tour et va tout faire pour gagner sans doute au premier tour. Ouais, il y a certains qui pensent que l'opposition, dans son ensemble, doit s'aligner derrière une candidature, un homme rare, pas toujours avec les mêmes personnes qu'on connaît déjà sur la scène politique. Est-ce que cette formule peut marcher quand même en 2020? Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de s'aligner derrière un oiseau rare. Le problème, c'est d'obtenir d'abord les conditions d'organisation des élections. Si vous vous alignez derrière un homme rare, ou je ne sais pas si c'est un gaz, ou je ne sais pas quoi, et que, bon, à la fin, les conditions d'organisation des élections sont à l'avantage du régime, le régime va voler l'homme rare, et puis il ne se passera rien. Moi, j'ai eu quand même cette expérience. En 2003, lorsqu'il y avait des discussions pour choisir un candidat unique de l'opposition, c'était à l'époque au siège de la CPP à Niconakwa là-bas, nous étions des jeunes qui faisions les pressions sur les leaders. À l'époque, Daoukou Péré venait d'arriver dans l'opposition. Daoukou Péré disait, lui, il était l'homme providentiel parce que, bon, il vient de la partie septentrionale, il pouvait rassurer les gens. Les autres ont dit, oui, mais bon, toi, tu as fait le régime et tout et tout. Il y a eu des jours de discussion, et à la fin, chacun est allé. Et quand ils sont allés, à la fin du vote, ou le lendemain, il y a eu plusieurs personnes qui se sont déclarées vainqueurs. Le candidat du régime, on a dit qu'il est vainqueur. Daoukou Péré a dit que c'est lui qui gagnait. Les autres aussi ont dit que c'est eux qui gagnaient. Donc, on se retrouvait avec au moins 4 ou 5 vainqueurs de la même élection, et c'est parti comme ça, en cacophonie. 2005, moi j'étais là, nous étions là, quand on a choisi Boba Kitani. Certains ont basculé vers ce choix, non sans conviction, mais parce que c'était l'UFC qui écrasait tout le monde. Si, en ce moment-là, certains refusaient de s'aligner, la population n'allait pas comprendre. Certains se sont alignés. Et moi, j'étais dans la campagne de 2005. J'ai vu, on était à Sokoré, on a été attaqué à Sokoré par des machettes et tout ça. On a dû fuir la ville la nuit avec les éléments de folie basique. Et ça n'a pas empêché que, quand on a déclaré Faure Gnassingbé vainqueur, Boba Kitani aussi s'est mis en cachette et a déclaré qu'il était vainqueur. Vous vous rappelez de son discours, votre président vous parle. Et puis après, ça s'est resté là. Et ceux qui étaient dans la coalition à l'époque avec Boba Kitani étaient les premiers même à faire fou bon. Je sais par exemple comme quelqu'un comme Agboibo était le directeur de campagne de Boba Kitani. C'est eux qui ont commencé par jouer les troubles faites, alors qu'on n'avait pas encore consommé la défaite. Donc,
l'histoire de l'opposition togolaise est pleine de rebondissements. Le parcours de l'opposition togolaise est complexe. Donc, ce n'est pas une question de s'aligner derrière un oiseau rare. Il faut d'abord s'assurer d'une meilleure condition d'organisation des élections, de l'indépendance des institutions qui organisent les élections, et d'une observation internationale et de la sécurité des candidats. À partir de ce moment-là, vous êtes sûr que lorsque vous allez positionner un candidat, tout au moins, vous aurez vraiment des résultats crédibles. On a eu cette expérience ici en 1994, lorsque, avec la présence des forces françaises et de la CEDEAO, aux législatives de 1994, le cas et l'UTD sont sortis vainqueurs de ces élections-là. Et c'était les seules élections transparentes qui avaient été organisées. Si même après, ils n'ont pas pu gérer la victoire, ils se sont querellés. Mais il faut reconnaître que cette présence des forces militaires avait dissuadé notre armée, parce que notre armée intervient souvent dans le processus électoral, en menaçant les gens, en trafiquant les résultats, on brûle parfois des urnes dans des casernes. Et donc, il y a tout ça qu'il faut réussir à faire. Mais si vous n'avez pas ça, et que vous allez chercher même Obama, le plus grand politicien des États-Unis, ou je ne sais pas qui, il viendra au Togo, il ne va jamais comprendre le système qu'on joue ici. Ici, ce n'est pas les histoires de 3-4-3 ou 3-4-2 ou je ne sais pas 2-5-3. Ici, c'est un système particulier. C'est-à-dire qu'on te vole, toi-même, tu ne comprends rien. Tu vois les résultats le soir que tu es sorti gagnant, on fait les dépouillements. Tu vois le parti au pouvoir qui a perdu sur les tableaux, mais le lendemain, mais les PV sont différents. Et tu ne comprends absolument rien et tu n'as même pas la force pour revendiquer. Donc je pense que la question n'est pas de dire il faut s'aligner derrière quelqu'un qui est un oiseau rare. Peut-être que ça va être une manche ou bien je ne sais pas, ça va être un aspect du problème. Mais en amont, comme Maskame vient de le dire, il faut obtenir les meilleures conditions d'organisation des élections avant de dégager l'oiseau rare. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Oui, c'est là où se trouve la question. Comment faire pour arracher ces meilleures conditions des élections? Dans les conditions actuelles, c'est extrêmement compliqué, sauf à reprendre avec des manifestations monstres. Et même pour faire ça, il faut que l'opposition se mette ensemble. Oui, c'est pas possible. Se mettre ensemble, qu'on fasse des manifestations. Il n'y a que les manifestations aujourd'hui, c'est le seul moyen démocratique. Mais les divisions sont tellement profondes qu'il serait impossible, peut-être pour l'opposition de se mettre ensemble. Non, mais parfois, il y a des opposants, on en a vu même en RDC et ailleurs, parfois les opposants qui sont de points de vue différents, de sensibilités très très différentes, de proximité ou de promiscuité assez différentes avec le pouvoir, arrivent à se mettre, pour sauver le pays, à se mettre ensemble. Il vient de faire 15 ans, où il est en train de faire 15 ans, là où son père a fait 40 ans. Mais le minimum de jugeote suffit pour dire, même si ce n'est pas beaucoup, même si ce n'est pas assez, c'est beaucoup. Et donc, à s'organiser pour lui faire sérieusement face. Et le seul moyen, comme je disais tout à l'heure, c'est la manifestation, parce que tout le monde est lassé de la situation au Togo. La plupart des ambassadeurs se sont calmés. Quand vous écoutez celui de la France ou celui de l'Allemagne, les yeux fermés, vous avez pensé que c'est un porte-parole de UNI. Ils disent non. Ils disent oui, ils ont des cartes bizarres avec vos appels téléphoniques et les divers détournements dans le pays. Donc, il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a une loi, il y a la modification de la loi sur la liberté de manifestation et qui est un grand problème pour l'opposition aussi. Si la loi est injuste, la même manière de montrer qu'elle est injuste, c'est de la violer. Si les gens rentrent dans la rue de façon spontanée, abondamment comme 2017, mais en 2017, il a paniqué, il va paniquer. Et il ne peut plus, on est quand même dans une situation différente avec les réseaux sociaux. En 2005, il y a eu entre 500 et 2000 morts. En 2000... Avant ça, il y avait plus de morts, personne n'en parlait. Maintenant, si vous avez 10 morts, c'est déjà énorme. Si vous en avez 20, c'est de trop. Si vous en avez 30 au Togo, vous allez partir. Il y avait eu des morts lors des dernières manifestations, mais ça n'a rien changé. Non, mais les dernières manifestations, le fait que ça n'a pas abouti, c'est dû à plusieurs autres raisons. C'est dû aussi bien à la stratégie de l'opposition qu'au fait que, subitement, Tiki Achadam devient le leader national de l'opposition. Même d'une manière ou d'une autre, contre son gré, il ne s'y attendait pas. Et à partir de ce moment, ses autres amis de l'ANC et de la C14 globalement ne lui ont pas facilité le travail. Donc, on a commencé par torpiller. Et parfois, qu'est-ce qui arrive souvent? Parfois, vous êtes surpris d'aller chez un ministre, n'importe lequel, pour un rendez-vous, et de voir qu'on vient de finir une réunion de la C14 et un leader important de la C14 est juste devant vous et il passe et
les ministres, ils veulent aussi les détruire. Dès que la personne passe, il fait tout pour que vous le voyez en sachant que vous êtes journaliste. Et il dit non, il est venu me rendre compte de ce qui a été dit à la réunion. Donc, à partir du moment où ça arrive comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est malheureusement ça qui a fait que l'opposition... Sinon, en 2007, c'était sérieux. Il faut sentir la menace. La menace était évidente. Il n'y avait pas autre chose. Et moi, je crois encore que la meilleure manière de venir au pouvoir, c'est par les voies démocratiques. Et la seule manière d'obtenir un mécanisme transparent, c'est les manifestations. Il faut sauter dans la rue. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire au Togo dans les conditions actuelles. Entre aller aux élections ou reprendre la rue, où est-ce qu'on peut situer le peuple majoritairement acquis au changement? Non, parce qu'on fait ce débat. Le peuple qui est acquis au changement, c'est ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à nous de dire. Si le peuple, à un moment donné, est fatigué de la gouvernance, c'est comme lorsqu'un volcan se réveille. Personne ne s'attend. Un bon matin, le volcan commence par cracher. Et puis, bon, on dit que le volcan qui était en sommeil s'est réveillé, tout ça. Et donc, ça viendra forcément. Mais le problème aussi, c'est en partie... le peuple a beaucoup donné au Togo, mais c'est aussi, on vient de le dire, les erreurs de l'opposition, les leaders. Les gens ont toujours sous-estimé Faure Gnassingbé, je l'ai dit dans l'émission la dernière fois. Quelqu'un qui fait 15 ans au pouvoir et qui arrive à vous tenir tête, qui arrive à rebondir des situations catastrophiques, c'est qu'il a quand même un dispositif solide pour pouvoir tenir. Et un tel individu, il ne faut pas le sous-estimer en disant, oui, quelqu'un qui a réussi à éliminer des gros morceaux dans son propre camp, il ne s'est rien passé. Hein? Vous imaginez, les gens disaient, oui, Faure avait touché Faure Gnassingbé, ça va s'écrouler. Il ne s'est rien passé. Bodjona, il ne s'est rien passé. et il a avalé presque les leaders historiques de l'opposition. Les Dinevi, les Gilles Chris, tous ces gens-là aujourd'hui sont totalement inaudibles. Vous ne pouvez pas sous-estimer l'individu comme ça. Le problème, c'est que les gens qui sont à la tête de l'opposition togolaise mettent beaucoup de naïveté dans leur démarche. Ils pensent que ceux qui sont au pouvoir sont des enfants de cœur. Ils vont se retrouver avec eux autour d'une table, ils vont causer. Et les gens de bonne foi vont leur dire, bon, on a suffisamment mangé, nous sommes fatigués. Vous venez manger aussi un peu. Les gens qui sont là, qui ont 2 milliards sur une carte Visa, 3 milliards sur une carte Visa, qui commandent les meilleurs champagnes du monde, qui appuient sur des boutons, on leur cherche les filles qu'ils veulent, qui partent de Lomé pour aller faire la vie en jet privé dans des boîtes de nuit, qui ont toutes les richesses du pays, qui peuvent... C'est-à-dire que ces gens-là, c'est eux qui parlent et puis le jour se lève, et un matin comme ça, ils vont se lever pour dire, bon, c'est parce que vous êtes... des gens gentils, vous êtes civilisés, donc venez prendre le pouvoir, nous on n'en veut plus. C'est comme ça que l'opposition réfléchit. Et en pensant que c'est autour d'une table, j'ai le sentiment que les gens, à force d'avoir trop été à l'école pour certains, ils sont devenus... ils ont eu des problèmes, quoi. C'est-à-dire ils ont des problèmes de réflexion parce qu'ils ont été à l'école, ils ont été trop à l'école. Des gens qui sont dans cette position-là, vous savez, quand les gens font les manifestations, vous savez ce qu'ils disent? Quand les gens sortent dans la rue, il faut tirer dans le tas. Quand vous tirez dans le tas, lorsqu'il y a 2 morts, 3 morts, les autres vont se disperser. Et c'est la stratégie que le régime a toujours appliquée. Vous avez vu ce qui est passé à Agola, hein? Un général est allé dans la rue, on a tiré sur un enfant, le monde, les autres sont dispersés. À Mango, on a pris les chats, on a mis dans la foule, les autres sont dispersés. À Lomé, ils ont toujours appliqué ça. Ces gens-là, il faut leur appliquer le langage, hein, la méthode qu'eux-mêmes ils appliquent. Il faut leur appliquer la méthode des voyous. Je ne sais pas si tu comprends. La politique, c'est du tiakas. Il faut leur appliquer la méthode de voyous. Et donc, parfois, l'opposition a l'opportunité d'avoir un peuple qui se réveille. Hein? Il y a une colère qui s'exprime et elle canalise mal. Hein? Je ne sais pas. Cette colère du peuple, en allant s'asseoir parce qu'il y a eu 2 ou 3 actions d'éclat, elle court rapidement s'asseoir à la table de discussion pour dire qu'on veut négocier transition, on veut avoir tel poste, et puis l'adversaire, avec le temps, reprend du poids de la bête et essaie de les neutraliser. Donc, il faut créer un rapport de force de manière à terroriser l'adversaire. Charles Pasqua disait en France qu'il faut terroriser les terroristes. Parce qu'eux, ils utilisent le terrorisme d'État pour vous neutraliser. Mais si vous pouvez trouver 10% de ce qu'il vous faut pour les inquiéter, il faut le faire. Plutôt que de penser que, bon, un matin,
ils viendront autour d'une table pour vous dire, bon, on a suffisamment mangé, on ne veut plus de belles filles, on ne veut plus de maîtresses, on a trop d'argent, vous aussi venez prendre et gérer un peu. C'est comme ça que l'opposition togolaise réfléchit. Et tant que les leaders vont réfléchir comme ça, parce que les gens ont été tous à l'école, ils ont des formules, je ne sais quoi, Fort restera toujours au pouvoir et les gens du régime resteront toujours au pouvoir. Parce qu'eux, ils sont dans une logique de conservation du pouvoir, vaille que vaille. Et s'il faut éliminer les gens, ils vont éliminer les gens. Et dans ce cas, le peuple doit prendre ses responsabilités, mais est-ce que cela peut être possible sans l'intervention d'un leader? Parce que quand on prend quand même l'histoire politique des pays, aucune révolution ne se fait sans les leaders. Il y a deux pays africains qui nous sont des modèles, l'Algérie et le Soudan, ouais, qui sont en train de s'en sortir, malgré qu'il y a eu beaucoup de morts, les gens ont résisté. Mais il y a des leaders qui ont imposé un rythme. Il n'y a pas vraiment de leader, il n'y a pas de leader parce qu'il n'y a pas une opposition organisée dans ces pays, mais ils ont pu s'en sortir. Il faut rendre la lutte acéphale. Le fait qu'il y ait des leaders à la tête d'une lutte rend aussi la lutte compliquée. Parce que autant de leaders, autant de stratégies, autant d'ambitions, autant de je ne sais quoi, de compromissions. Moi, je me rappelle en 2017, lors d'une marche, les populations ont commencé par crier présidence, ils étaient prêts à aller à la présidence. Et c'est les leaders qui se sont concertés qui les ont empêchés. Ouais. Moi, si j'étais un leader, je m'en fous. Si les gens veulent aller à la présidence, ils décident d'aller, on essaie, ils vont. Et il y aura sans doute des morts. Moi, personne n'est partisan de la violence ou de la mort, mais comme en face, ils n'utilisent que la violence, on ne peut pas riposter autrement. Et quand vous comptabilisez tous les morts que le Togo a eu depuis, mais les gens meurent plus que ce qui aurait pu arriver s'il y avait un affrontement direct. S'il y avait un affrontement direct, je suis désolé d'avancer des chiffres, mais c'est très très cynique, il y aurait eu 100 morts. Massivement, mais c'est fini, tout est fini, le pouvoir, c'est la fin. C'est le pire qui aurait pu arriver. Il y a eu plus de morts dans ce pays, comme si on était dans un pays en guerre. Comptez le nombre de morts, mais on en a eu des milliers. On aurait pu en sacrifier, je suis désolé, c'est vraiment cynique, mais bon, puisqu'on est dépassé, on aurait pu en sacrifier 100 une seule fois, mais on peut en sacrifier 10 tous les week-ends. Et à côté de ceux qui sont morts parce que le pouvoir, l'armée tue sur eux, il y a aussi ceux qui sont morts de faim, d'un AVC dû à l'incapacité de payer les soins et tout ça. Et cette pauvreté est due au fait que la minorité dont Fort Yansingbe parle sans cesse et à laquelle il ne touche jamais, a pu s'accaparer de tout ce qui aurait servi à vous et moi pour nous nourrir et nous soigner. Est-ce qu'on peut, dernière question pour terminer cette partie, est-ce qu'on peut reprocher à cette opposition de n'avoir pas mené un lobbying dans l'ombre des manifestations, créer une passerelle entre eux et les forces de sécurité? Les forces de l'ordre, par exemple, les généraux, par exemple. Comme ça s'est passé au Burkina. Non, il faut comprendre que ce qu'on appelle les forces de l'ordre, ou les officiers, ou la hiérarchie militaire, dans une stratégie de contestation d'un régime, c'est les dernières factions à basculer. C'est les derniers maillons d'un régime qui basculent. Parce que quand vous êtes officier, si vous parlez tout tôt, on vous égouille. On vous égouille. C'est les derniers maillons qui lâchent, en réalité, dans l'armée. Ce pas des gens, ils sont peut-être dans l'ombre pour vous dire pour vous donner quelques confidences, pour faire quelques confidences, des secrets, mais publiquement, ils ne prennent jamais position. Ils ne prendront position que lorsqu'ils comprendront que leur chef c'est fini, qu'il est tombé. Donc ne demandez pas aux militaires, lorsque ça commence pas à bouillir, de dire oh, oui, nous, on lâche le monsieur. Non, parce qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est dans une situation assez difficile. On est fort dans l'armée que quand on a des armes. Quand vous n'avez pas de dispositif, du matériel, vous êtes habillé seulement, vous êtes un civil comme tous les autres. C'est pour ça que, ici, on dit généralement qu'il y a beaucoup de gens dans l'armée qui sont pas pour ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas se prononcer parce que ce n'est pas eux qui ont le matériel. Si ils se prononcent, ensuite on va les égouiller. Et surtout que dans l'histoire du Togo, avec tous les massacres qu'il y a eu au temps de Yadema, les militaires, les purges dans l'armée, les gens ont tiré les leçons de tout ça. On a vu les cas des TP, de tout ça, de tous les officiers qui ont été tués pour la démocratie, certains ont appris la leçon. Donc, à l'heure actuelle, il ne faut pas penser que bon, c'est parce qu'on met 2 ou 3 personnes dans la rue ou bien on fait 2 jours, 3 jours de manifestation. En même temps, les militaires vont commencer pas à dire non, là, nous on ne commence pas à faire scission, on rejoint le peuple. Non, il faut chauffer tellement la marmite au point que quand ça va commencer par bouillir et que les gens vont voir le danger venir, c'est les gens même qui vont commencer par dire ah, vous allez voir un ministre qui prend l'avion, il va en mission et puis il annonce là-bas que bon, moi, je ne reviens plus, hein. Bon, moi je suis parti, vous allez voir un officier qui est dans une mission de paix quelque part, il dit bon, moi je ne reviens que lorsqu'il y aura le changement et c'est comme ça que vous aurez les défections. Mais si vous pensez que bon, en étant à la maison sans rien faire, que si la situation n'est pas critique, hein, et les gens vont commencer par dire, vous avez vu l'histoire de l'Allemagne.
Les gens n'en parlent pas souvent. Si on peut nous accorder 2 minutes de plus, l'histoire de l'Allemagne. Lorsque les Alliés avançaient vers Berlin, ils étaient en communication avec beaucoup d'officiers de Hitler. Mais ces officiers ne sont jamais signalés jusqu'à la dernière minute. Sinon, Hitler allait les tuer. Et donc, quand vous voyez le procès de Nuremberg, vous allez comprendre que certains ont été jugés sévèrement. Ceux qui sont restés durs jusqu'à la fin, comme les Gingérés, tout ça là, on les a pris, on les a jugés. Ceux qui ont collaboré, on a trouvé des moyens pour les faire fuir en Amérique latine, tout ça, vous avez vu tout en Argentine. En Argentine, tout ça, ils sont tous partis. C'est comme ça. Et donc, il faut faire extrêmement attention. L'armée, c'est le dernier maillon qui lâche. Quand on voit que tout est vraiment prêt. Mais ne demandez pas aux gens de prendre le devant tant que ce n'est pas encore vraiment ça, quoi. Merci Ferdinand, merci Max. On va marquer une pause. On va reprendre le débat, mais d'une autre manière, dans la troisième partie de cette émission. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie. Merci de rester avec nous.